Salut à tous, aujourd'hui je vais vous conter les conditions à travers lesquelles on veut émerger un jeu que vous connaissez bien. Si je vous dis un classique de Shigeru Miyamoto, vous me répondez Oh, Mario 64. Non, bien avant cela. Super Mario Bros. Encore un peu avant. Donkey Kong. Un petit peu après. Non, pas de triche, on regarde pas Wikipédia. Ça m'aide même pas en fait. Il a rien fait entre ces deux jeux. Entre Donkey Kong 1981 et Super Mario Bros 1985, non, il n'a pas rien fait. Allez quoi, si je te fais... Vroom, 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 vroom. Ça va encore être un épisode sur un jeu que personne connaisse. Bon, bah je reviens la semaine prochaine, en espérant que ce soit un peu plus palpitant. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Déjà, Shigeru Miyamoto n'a pas rien fait entre Donkey Kong et Super Mario Bros, certainement pas. Il a participé à l'élaboration de quantité de jeux d'arcade, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, Popeye, Mario Bros, Punch-Out, et puis aussi quelques jeux pour la NES, Devil World, Donkey Kong Mat, Kung Fu, et celui qui nous intéresse, Exit Bike. C'est quand même un classique de la machine. Vous le retrouverez dans n'importe quel manuel traitant de Nintendo ou de Shigeru Miyamoto. Pourtant, quand j'en parle autour de moi, très peu parviennent à resituer le jeu, comme l'autre imbécile, tiens. Tu sais ce qu'il te dit l'imbécile? Je croyais que la vidéo t'intéressait pas. Et comment que ça m'intéresse? Je trouve ça ennuyant et pénible. Une fois que je me serais forcé à tout regarder, je pourrais laisser un commentaire négatif. Ah ok, ils viennent de là les trolls. Bon, j'ai quand même une vidéo à faire moi. Tant pis, si vous ne connaissez pas Exit Bike, je vais quand même vous raconter son histoire. Nous sommes au début des années 1980. Nintendo dispose de plusieurs sections de travail intitulées recherche et développement. Par exemple, la première division de recherche et développement, la R&D 1, est dirigée par Gunpei Yokoi, qui s'occupe de titres arcade et principalement des futurs Game & Watch. À la tête de la R&D 2, on retrouve Masayuki Uemura, qui prépare avec son équipe une nouvelle console de jeu. Enfin, la R&D 3, la plus petite division avec une vingtaine d'employés, est dirigée par Genyo Takeda, qui développe des jeux pour le marché de l'arcade. Dans tout cela, il y a un certain Shigeru Miyamoto, qui travaille principalement dans la R&D 1, sous les ordres de Gunpei Yokoi. Mais ses idées novatrices en termes de gameplay et sa patte pour le design des personnages l'ont déjà fait remarquer de la direction. En 1983, la console de la R&D 2, la Famicom, est enfin prête et débarque au Japon. Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo, a une stratégie claire, délaisser en partie l'arcade et les Game & Watch pour tout miser sur sa console de salon. Beaucoup s'inquiètent de cette décision extrêmement risquée, mais on ne discute pas les ordres. L'ensemble des divisions s'attelle donc, comme une seule force, au développement de jeux pour la machine. La R&D 2 s'occupe des conversions des hits de l'arcade, comme les Donkey Kong et Popeye. Gunpei Yokoi de la R&D 1 imagine des jeux avec le pistolet optique comme Duck Hunt, Wild Gunman, Hogan's Alley. La R&D 3 s'occupe de jeux de sport avec un baseball, un tennis et un soccer. Oui, mais voilà, pour Yamauchi, ce n'est toujours pas assez. Il souhaite un catalogue bien plus élargi pour sa machine. Il décide donc la création d'une nouvelle division, la R&D 4. Et devinez qui est nommé à la tête de celle-ci? Eh bien, non, pas Miyamoto, mais un certain Hiroshi Ikeda, spécialiste dans l'animation japonaise. Mais Miyamoto est choisi pour être son second, et à vrai dire, il jouira d'une réelle liberté, puisque bien plus expérimenté en matière de game design que son supérieur. C'est ainsi que Miyamoto va réaliser, sans être pour la première fois sous les ordres d'un responsable de division, ses premiers jeux. Il commence par former une équipe et choisit Toshihiko Nakago pour la programmation, Minoru Maeda et Takashi Tezuka pour les graphismes et l'animation, et Koji Kondo pour la musique. Mais je connais ces noms. C'est exactement les mêmes qui ont fait Super Mario Bros et Zelda. Oui, exactement, tu vois, c'est intéressant, il y a des liens à faire. Et puis ça permet de... Tu peux t'y intéresser, hein. Il est pas censé être inconnu le jeu. À cette période, Miyamoto est fasciné par un élément introduit avec Defender et que l'on retrouve dans quelques titres arcade, le scrolling, ce mouvement de caméra audacieux et novateur, et il en arrive à une triste constatation. Tous les jeux NES, jusqu'à présent, sont représentés sous la forme de pauvres écrans fixes. Pour apporter un peu de sang neuf et faire preuve de modernisme, Miyamoto réfléchit à des concepts de jeux qui justifieraient la présence d'un scrolling. Lui vient deux idées, un jeu très proche de Pac-Man, mais où l'antagoniste déplace l'écran de jeu pour piéger notre personnage le pauvre Tamagon, ce qui donnerait
s'appellera Devil World est beaucoup plus simplement un jeu de course de moto, où le joueur ressentirait une sensation de vitesse via le déplacement de la caméra. Et c'est ainsi que débarque Exit Bike, un jeu que vous deviez, il me semblait, connaître tous. La prise en main est immédiate, avec la possibilité de jouer au choix contre la montre ou en compétition face à des adversaires sur 5 pistes différentes. En bifurquant sur 4 voies, il faut éviter les flaques de boue, se pencher en arrière puis en avant pour bien gérer les sauts, faire attention à ce que son moteur ne surchauffe pas et donc ne pas hésiter à rouler sur les flèches pour le refroidir, et chose extrêmement rare à cette époque, la possibilité de créer ses propres parcours avec un éditeur de niveau tout à fait accessible et de s'amuser ensuite à tenter de battre ses propres records de temps ou ceux de ses habits. À sa sortie, Exit Bike fut un réel succès. C'est dur à percevoir aujourd'hui, mais son scrolling était tout à fait novateur. Et oui, ça en jetait. En tout cas, bien plus qu'un tennis ou qu'une conversion de Donkey Kong. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur Exit Bike vous aura plu. Un jeu que vraiment personne connaît. Pardon. Tu le connaissais pas peut-être, mais ça t'a pas fait plaisir de découvrir un jeu développé par l'équipe qui a réalisé Super Mario Bros et Zelda? Non, pas du tout. Ton jeu de moto là, il a juste l'air 1000 fois moins bien que Mario. Ils sont pas de la même période, forcément, puisque... Mais oui, c'est juste ça. On peut savoir ce qui t'arrive? Bah, l'équipe de Miyamoto après Exit Bike et Devil World en 1984 a poursuivi avec Ice Climber et Kung Fu en 1985, puis Super Mario Bros et Zelda l'année suivante. C'est juste un souci de période en fonction des différents pays. Je crois que... je comprends rien. Voilà, 1983 débarque la Famicom au Japon. L'année suivante, on peut se procurer Exit Bike dans n'importe quelle boutique de jeux vidéo. Mais cette fameuse Famicom, elle n'a jamais débarqué ni aux États-Unis ni en Europe. Bah non, c'était la NES. Justement, Hiroshi Yamauchi n'a pas souhaité commercialiser la Famicom en Occident parce qu'à ce moment-là, chez nous, on était en plein dans ce que l'on nomme aujourd'hui la crise du jeu vidéo. Atari avec ses innombrables jeux qui se ressemblaient tous plus ou moins les uns des autres, et ses consoles à ne plus savoir quoi en faire. Il y a eu un ras-le-bol général, et le marché chez nous s'est effondré. Il faudra attendre 3 années, 4 pour nous les Européens, pour que Nintendo se décide à commercialiser une NES avec tout un tas d'accessoires, un robot, un zapper, pour donner à la console une image de jouet, et donc faire oublier les vieux démons. Ce qui veut dire que quand la NES débarque chez nous, nous sommes en 1987. Alors oui, certes, Exit Bike est dans nos étagères, il fait partie du line-up du lancement de la console, il est tout à fait possible de se le procurer. Mais le truc, c'est qu'à côté de lui, on a cette année-là Super Mario Bros, Metroid, Gradius, Zelda qui s'apprête à débarquer. Forcément, Exit Bike a peu d'atouts face à ces titres, et il a donc connu des ventes très modestes chez nous, tout simplement parce qu'il a 3 ans de retard et que son scrolling n'est plus capable d'impressionner grand monde. C'était tout bête, non? Je suis pas certain d'avoir tout compris. Eh bien, Exit Bike est un classique du jeu vidéo, à la fois parce qu'il s'agit d'un des premiers jeux réalisés sous l'égide de Shigeru Miyamoto, et aussi parce qu'il a marqué la ludothèque de la Famicom pour son fun et son originalité. Simplement, alors que ce fut une réussite au Japon, son succès fut bien plus modeste chez nous, à cause du retard de la NES face à la Famicom, ce qui explique qu'il ne soit pas populaire ici, et que donc, tu n'en avais jamais entendu parler. Eh bah, ça valait le coup de faire une vidéo sur ce jeu, puisque... Attends au moins la fin de la vidéo avant d'écrire ton commentaire. Ok, tu connaissais pas le jeu, mais t'as quand même pu comprendre pourquoi Exit Bike avait sa place dans l'histoire du jeu vidéo, non? Oui, génial, super chouette. En tout cas, moi je suis content, sans vraiment l'avoir voulu, on a percé ce mystère. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour sûrement une nouvelle énigme à résoudre. Salut à tous! Je devrais peut-être penser à me réorienter en tant qu'enquêteur, moi.